Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Pierre Carra, je suis architecte, également enseignant à l'école d'architecture de Bordeaux et titulaire d'un master sur la conception bois. Et par ailleurs, j'interviens ici plutôt en titre de praticien utilisant les processus BIM dans la conception et la réalisation des projets d'architecture depuis une dizaine d'années. Donc j'interviens à ce titre-là pour expliquer un peu les atouts potentiels et en quoi ce qu'on vient de voir en expérience peut avoir du sens, et en particulier pour la filière bois. Donc un petit rappel sur le BIM, je suis pas sûr, j'espère que tout le monde est au courant, mais je n'en suis pas sûr. Donc je vais vous faire un petit rappel très rapide sur ce que c'est que le BIM. Pour les architectes qui ne seraient pas assez sensibilisés à la chose, j'aime bien rappeler que pour moi, le passage du dessin à la main et de la planche à dessin à la conception 2D, que ce soit sur AutoCAD ou autre logiciel de CAO 2D, est moins important en termes d'évolution que le passage de la CAO 2D aux maquettes numériques et au BIM. Souvent, on fait un peu la confusion, on pense que le passage de la main à l'informatique a été plus gros en termes de gap. C'est complètement faux, puisqu'en fait, la CAO 2D n'est rien d'autre qu'une planche à dessin informatisée, alors que le passage d'une planche à dessin informatisée à une maquette numérique porte et comporte beaucoup plus d'informations et de potentialités que ça n'était le cas à cette époque-là. Pourquoi? Parce que la maquette 3D du BIM, qui est souvent identifiée comme étant la seule force du BIM, c'est sa maquette 3D. La réalité est tout autre, c'est qu'en fait la maquette 3D que vous voyez sur des modèles de BIM qu'on a vu juste avant n'est rien d'autre qu'une interface graphique d'une base de données. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on parle de BIM, c'est le I de BIM, c'est-à-dire Building Information Modeling. C'est le I le plus important finalement, c'est l'information qui va posséder une interface 3D, qui sera cette maquette numérique. Donc ces petits rappels étant annoncés, on va pouvoir parler de la suite et des atouts que pourrait être le BIM pour la filière bois. Je les ai sommairement listés à 4, il pourrait y en avoir bien d'autres, mais je vais essayer de les résumer sur 3 points sur la conception, 1 point sur la réalisation. Je ne me suis à ce stade pas attardé sur l'exploitation, mais qui serait en fait la vraie force du BIM quand on le prend de manière générale. L'intérêt premier pour nous, après 10 ans d'expérience sur les modèles de maquettes numériques, c'est l'exploitation des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'une exploitation d'un bâtiment, ça dure pendant 50 ans. Le temps d'une conception et d'une réalisation, ça dure, pour les projets les plus longs, allez, on va dire 5-6 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, mais quand ça traîne. Donc, si on les résume, donc, en termes de conception, il y a des atouts sur la facilité de simulation, qui doivent être des aides à la décision pour les concepteurs. Le comptage carbone fait partie de ces aides également. On en a parlé tout à l'heure précédemment sur des bâtiments E3C2 ou à faible ambition de limitation des émissions de carbone et de gaz à effet de serre. Je vous expliquerai un peu plus tard sur ça et j'espère dans la table ronde. Le troisième point, c'est la présynthèse et l'intégration. Le BIM va permettre, et notamment pour la filière bois, d'être plus fin dans ses collaborations avec d'autres partenaires qui gravitent autour du BIM. Et la quatrième, la réalisation avec une maîtrise constructive sur ce qu'on appelle la préfabrication ou plus récemment le hors-site qui se généralise comme étant une pratique assez vertueuse. Sur les atouts conception, sur les simulations, faut avoir en tête que très souvent les simulations, là je m'adresse aux architectes plutôt, sont l'apanage des bureaux d'études et ont souvent pour but de vérifier des conceptions. C'est-à-dire que une fois que les projets sont faits, conçus et validés, souvent déposés en permis de construire, des fois même prêts à être consultés en entreprise, sont soumis à des simulations qui vont ou qui sont censées valider leur performance. Ça peut s'avérer catastrophique ce processus parce qu'il peut nous amener à revoir un projet intégralement si on n'atteint pas du tout les objectifs fixés ou à tordre les réalités pour les faire entrer. Donc quand on fait des simulations thermiques dynamiques en conception, et en particulier avec des bâtiments en conception bois, on peut améliorer les processus de conception, faire bouger le bâtiment et comment dire, agrémenter cette conception pour qu'elle soit comment dire, itérative et non pas de vérification. Pareil pour les simulations acoustiques qui peuvent et qui doivent et qui devraient être héritées de la maquette numérique. Pour les simulations sismiques, je vous ai mis un échantillonnage et les simulations feu. Tout ça, c'est un peu un échantillonnage des simulations qu'on peut faire sur une maquette numérique en conception, qui sont souvent faites trop tard
et qui rallonge les délais de conception si jamais les résultats sont non probants. Alors que quand on arrive à hériter directement de la maquette native, ça évite des saisies, des ressaisies, des re-ressaisies et des re-ressaisies dans ce cas-là, puisqu'on a quatre intervenants. Et l'idée, c'est que sur des phases de conception qui ne sont pas toujours expansives, on arrive à améliorer nos conceptions, et notamment sur le bois, qui est un matériau très particulier. Je vais citer le comportement au feu, parce que la filière bois fait face à une levée de bouclier, nos amis du SDIS et des services de sécurité incendie. On les comprend aussi, ils sont quand même les premiers exposés en cas d'incendie. Mais la réalité, c'est que si on arrive à faire des simulations qu'on appelle EASY, des études d'ingénierie de sécurité incendie, en amont, sur la base des maquettes numériques, ça facilite beaucoup d'échanges avec, en l'occurrence, les pompiers, mais d'une manière générale, pareil pour la sismique, pareil pour la thermique et l'acoustique. Donc c'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet une des dimensions de la maquette numérique grâce aux paramètres qu'on va y renseigner, c'est de pouvoir faire des simulations. Ces simulations peuvent aussi être des simulations sur le comptage carbone. De la même façon qu'on fait des simulations thermiques en fin de conception, on fait souvent des simulations ou des comptages carbone a posteriori, en disant, ben voilà, je suis au 3C2, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais finalement la vérification arrive assez tardivement. Or, on pourrait se servir des maquettes numériques et du BIM pour faire des comptages carbone amont et qui aident à la conception. En gros, on prend des curseurs d'aide à la décision qui font bouger le choix de tel ou tel matériau, telle ou telle provenance, telle ou telle fiche IGNES. Donc j'ai cité la base de données IGNES qui est la base de données qui récapitule tout ce qui sont les fiches FDES. Je parle un peu un jargon difficile pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais ces fiches de données environnementales et sanitaires, elles ont pour but de classifier les matériaux dans toute leur composition et leur élaboration pour leur donner un score carbone, on va l'appeler comme ça, qui va être introduit dans les simulations de comptage de bilan carbone et qui vont permettre ou de vérifier que la conception est bonne ou de l'améliorer. Moi, je milite pour qu'elle soit utilisée très tôt dans la conception pour qu'on puisse, de la même façon qu'on va faire bouger l'utilisation de certains matériaux pour des enjeux thermiques, qu'on puisse les faire bouger sur les enjeux carbone. Donc ça permet de l'optimiser et ça permet de répondre à des enjeux qui apparaissent de plus en plus comme étant essentiels dans notre métier d'architecte, c'est la répondre aux réglementations environnementales. Donc là, j'ai mis la RE 2020, mais la RE 2020, c'est surtout la RE 2025 et encore plus la RE 2028, qui sont une gradation des attentes réglementaires sur les performances thermiques des bâtiments. Et donc, de pouvoir avoir en tête à quoi correspond le poids carbone des bâtiments qu'on conçoit, c'est assez important. Et les maquettes numériques nous servent à ça à l'agence et je pense devraient servir à ça à tous les architectes et à tous les concepteurs. J'élargis aux ingénieurs de tout genre, environnemental ou autre. Et ça permet également de faciliter les échanges entre les membres de la maîtrise d'œuvre, parce que les architectes ont leur part, mais s'ils peuvent collaborer dès le début avec les ingénieurs environnementaux et les maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient aller vers des labellisations environnementales, c'est, on va dire, gage de fluidité dans les conceptions, sachant que aujourd'hui, la complexité des normes, des labels, des réglementations diverses et variées a tendance à rallonger les durées de projet, notamment sur des phases d'autorisation administrative, puisque ceux qui sont amenés à déposer des permis de construire en ce moment savent à combien c'est compliqué d'obtenir un permis de construire. Pour toutes ces raisons-là, c'est qu'en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a un élément de la conception qui a été mal vu ou qui a été vu trop tard et qu'il faut reprendre sa copie pour le corriger. Donc on en souffre tous, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les architectes, les utilisateurs finaux qui n'ont pas leur bâtiment livré. Donc ça peut être un atout et de l'huile dans les rouages. Le troisième aspect, c'est sur la pré-synthèse, qu'on appelle la pré-synthèse. Peut-être que certains connaissent le terme de synthèse, ce qui est souvent utilisé dans les phases de chantier avec les entreprises. Quand on prend toutes les entreprises qui ont été attribuées pour un marché de travaux et qu'on leur fait faire une synthèse de leur marché de travaux pour arriver à déceler les problèmes de coordination entre les différents lots. Ce qu'on appelle la pré-synthèse, c'est le même processus, mais en étude, avant que les entreprises soient connues. Donc là, je me mets dans un processus loi MOP, c'est-à-dire que la conception est faite avant la réalisation. Il y a d'autres processus qui existent, mais là, je parle du processus classique de la loi MOP. Cette pré-synthèse et l'intégration des besoins divers permet, sur une maquette BIM, d'être beaucoup plus efficace et transparent vis-à-vis de tous les acteurs de la maîtrise d'œuvre. Donc les bureaux d'études, les architectes qui vont travailler ensemble arriveront à mieux paramétrer leur conception, à dépasser ce qu'on voit trop souvent dans les études ou les études de projet des maîtrises d'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on a des synoptiques techniques
qui ne vont pas au bout de la conception, des encombrements, des dimensionnements et vraiment de la pré-synthèse. Et donc la maquette numérique peut permettre finalement d'être meilleur plus tôt dans le projet et donc de ne pas avoir à revoir la copie de nouveau plus tard. Il y a une courbe qui est connue, c'est la courbe de McLemy, pour ceux qui connaissent un peu le BIM, qui permet de décaler les investissements en temps et les investissements en argent. On se rend compte que plus on investit de temps et d'intelligence tôt dans un projet, moins ça coûte d'argent tard dans le projet. En France, on a plutôt l'habitude de faire l'inverse. Si on investit le temps tard, en disant la fameuse phrase que tout le monde connaît pour ceux qui ont fait du chantier, ça se démerdera en chantier. Celle-là, elle est connue. Et ceux qui ont fait du chantier se disent que c'est possible, puisque ça marche comme ça depuis des décennies. Il est possible de faire mieux que ça se démerde en chantier. On peut anticiper les sujets. Il y aura toujours des aléas en chantier, mais au moins il y en aura moins. Là, j'ai pris un exemple sur les réservations. Quand on intègre des réservations, et notamment en structure bois, s'il y a des sujets de doublage ou pas de doublage, ou d'apparent ou pas d'apparent, dans les projets, ça peut être intéressant de les intégrer. Et il y a des interfaces entre les charpents de bois et les lots environnants qui sont importantes, encore plus quand le bois doit rester apparent. Ce qui est souvent le cas, même si les pompiers n'aiment pas ça. Et le dernier sujet sur les atouts, c'est plutôt en phase réalisation. Là, je m'adresse au hors-site, c'est-à-dire la préfabrication. Et le bois qui est majoritairement en filière sèche, je dis majoritairement parce qu'il lui arrive d'être combiné avec des matériaux des filières humides, mais globalement, on peut parler de hors-site avec la construction bois. Et le chaînage maquette numérique, préfabrication, assemblage est limpide. Et il n'y a qu'en France, on a mis du temps à le comprendre, puisque quand on parle de hors-site, les anglo-saxons sont très en avance sur nous là-dessus, les norvégiens, les suédois, les anglais, à Singapour, c'est pareil. La notion de préfabrication hors-site permet de limiter les nuisances, de sécuriser les chantiers. Et donc quand on arrive à préfabriquer un certain nombre d'éléments, on améliore la qualité des ouvrages qu'on livre. Et en bois, c'est vrai, comme tout type de préfabrication, mais encore plus, puisque la filière sèche bois est légère, rapide à assembler, pour le coup vraiment sèche. Et globalement, c'est le chaînage entre une maquette numérique qui permet de simuler ces assemblages et la réalisation en atelier est évident. Donc je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus, en plus de gérer au mieux les filières d'approvisionnement, les déchets, les revalorisations diverses et variées qui peuvent être issues de la préfabrication. Le dernier point que je voulais aborder sur les atouts du BIM dans la construction, c'est la capacité de mélanger les acteurs et de parler d'une adaptation du matériau bois à son environnement réglementaire. On constate de plus en plus, enfin moi je le constate à mon échelle d'architecte, c'est que le dogme et le tout bois ou le tout béton ou le tout métal ou le tout terre crue ou le tout paille n'a plus beaucoup de sens, pour moi en tout cas. Il y en a peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. Pourquoi? Parce que face à cet océan de complexité réglementaire, administrative et avant tout environnementale, on se doit d'avoir des réponses adaptées. Et donc l'idée, c'est de dire que cette fameuse phrase que tout le monde connaît, les bons matériaux aux bons endroits, ça peut paraître un peu tarte à la crème, ça peut paraître un peu déjà vu. C'est un peu comme la HQE, au bout d'un moment, ça se vide de son sens. Donc c'est pas du greenwashing, le bon matériau au bon endroit, c'est bien comment est-ce que les atouts de chaque matériau peuvent être utilisés pour ce qu'ils sont, dans le but de répondre aux questions qui nous sont posées. Donc il n'y a pas de réponse unique en architecture, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une manière de faire un collège, il n'y a pas une manière de faire des logements. Il y a des contextes qui sont climatiques, sociologiques, politiques, économiques. Et face à ces contextes-là, on doit apporter des réponses. Et donc les matériaux sont là pour nous aider dans toute leur diversité, dans tout leur paramétrage. Donc j'ai cité les règles sismiques, les règles feu, les règles thermiques, environnementales. En fait, chaque matériau a des qualités. On parlait tout à l'heure de déphasage. J'ai écouté attentivement le sujet de déphasage thermique en utilisant de la ventilation naturelle nocturne. Pour parler de déphasage, il faut un minimum d'inertie. L'ossature bois et la structure bois n'en possèdent absolument pas nativement. Ce sont des matériaux qui ont beaucoup de qualité, mais pas sur l'inertie. Donc si on veut utiliser un déphasage et une inertie thermique, on est obligé de mixer les matériaux. Donc j'ai entendu la terre crue, notamment en intérieur, des choses comme ça qui apportent un vrai intérêt que le bois ne possède pas naturellement. Le feu, c'est pareil. Il y a des sujets sur lesquels le bois est performant, d'autres où il l'est moins. Donc tout ça, je voulais parler de ça, même si ça s'écarte un peu du BIM. Ça me semble important parce que le BIM peut mettre en relation
via la maquette les différentes interfaces pour justement faire des simulations qui intègrent les caractéristiques de tous ces matériaux. Donc voilà, j'ai cité juste le communautarisme de filière, vous avez compris. Désolé, mais je pense que c'est un point positif pour moi que les filières ne soient pas dogmatiques et qu'elles ne soient pas chacune dans leur coin. Ça me semble être la clé du succès. Et je sais que la filière bois part de loin. Moi, ça fait 20 ans que j'ai un master bois, donc ça fait 20 ans que j'entends les mêmes sujets sur la désorganisation de la filière bois. Ça s'est bien amélioré, franchement. Fibbois, ça n'existait pas en 2002. Et je crois que c'est dans le bon chemin, mais on voit que les solutions qui mixtes sont toujours les plus pertinentes parce qu'elles ne braquent pas les auditoires, on va dire, sur une espèce de vision un peu unique et un peu militante. Voilà. Je vous remercie. Et le reste pendant la table ronde.